Alors, on va poursuivre avec la suite de l'exposé de Thomas Transport sur les mouvements allemands. À toi. Merci Alexandre. Alors, bonjour encore tout le monde. Okay. Alors, je commence avec un petit rappel de ce que nous avons vu hier. Voici la définition de mouvement holomorphe. C'est une fonction définie sur le produit cartésien du disque avec E, où E est l'ensemble qui bouge. Et c'est une fonction qui est holomorphe en lambda, la variable qui parcourt le disque, injective en Z, et on a la condition de normalisation. On a la notation F indice lambda de Z pour F lambda Z, qui va être utile. Et E lambda, c'est l'image de E par F lambda. Donc, on pense à E lambda comme un ensemble qui bouge avec le paramètre lambda. Et j'ai le même dessin que hier. On visualise un mouvement holomorphe comme une réunion de graphes disjoints de fonctions holomorphes. Et le problème que je veux viser aujourd'hui, c'est de décrire la variation de la taille de E lambda par rapport à lambda. Donc, on a un ensemble qui bouge et je veux savoir comment la taille change avec lambda. Alors, j'ai vraiment battu mon coup parce que je voulais vous lancer la question, qu'est-ce que vous pensez, comment mesurer la taille d'un ensemble? Mais c'est déjà là sur l'écran. Donc, voici au moins quelques possibilités. Ça peut être le diamètre, c'est quand même une mesure assez grossière de la taille, mais ça mesure la taille. La dimension, ça c'est une mesure plus intéressante, je crois. L'air, et enfin la capacité, qui est quelque chose que probablement vous ne connaissez pas, mais je vais l'expliquer. Donc, juste pour vous rappeler de quoi on parle, je vais arrêter. Et vous rappelez de quoi a l'air un mouvement holomorphe? C'est le son du vent qui me fait. Est-ce que tu l'entends aussi, ce vent? Oui. Dans le terme de la porte? Oui, c'est ça. Oh. Pardon. OK, donc on a un ensemble qui bouge comme ça, et je m'intéresse à la variation de la taille de l'ensemble. Alors, par exemple, le diamètre ou le cas qui m'intéresse le plus, peut-être, c'est la dimension, parce qu'on parle des ensembles fractales ici. Bon, alors, est-ce que vous pouvez deviner ou avoir au moins un candidat pour une description du changement du diamètre, par exemple? C'est quel genre de fonction? Ça a l'air continu, au moins, mais est-ce qu'on peut dire plus? Et je vous donne un petit indice. Le premier guess, qui serait holomorphe, vu qu'on travaille avec des mouvements holomorphes, c'est pas bon. Et c'est pas bon pour une raison très, très simple. C'est parce que la taille, c'est un nombre réel. Et une fonction holomorphe qui prend des valeurs réelles est forcément constante, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, c'est très certainement pas la bonne réponse. Alors, c'est quoi le... C'est mieux que continuer. Oui. Mais même la continuité, pour le diamètre, je pense que c'est pas mal évident, mais pour la dimension, c'est pas du tout évident. J'ai parlé aussi de l'air. Alors, l'air, dans ce cas spécifique, n'est pas très intéressant parce que l'air d'une courbe, comme celle-là, en tout cas, est zéro. Et en fait, tous les ensembles de Julia que vous voyez ici, qui proviennent des polynômes hyperboliques que j'ai mentionné la dernière fois, l'air de ces ensembles est toujours zéro. Donc, l'air n'est pas très intéressant. Quoique, ce qu'on peut faire, c'est de remplir l'ensemble
c'est-à-dire ajouter la partie intérieure de l'ensemble. Donc, non seulement la courbe que vous voyez, mais son intérieur. Ça porte un nom, ça s'appelle l'ensemble de Julia rempli. Et en fait, c'est plus facile à définir que l'ensemble de Julia parce que c'est tout simplement le complément de bassin d'attraction vers l'infini. Rappelez-vous, on a commencé en définissant l'ensemble des points qui sont atterrés vers l'infini sous itération. Et l'ensemble de Julia rempli est tout simplement un complément de ça. Et là, on peut parler de l'air. C'est encore un mouvement holomorphe, ça c'est pas évident, mais ça va suivre des choses que je vous montrerai demain. Et on peut poser la question comment l'air dépend du paramètre lambda. Donc, on va donner des réponses à ces questions. OK, donc je vais mettre... bon, alors pour donner une réponse, il faut que en fait, la réponse sera donnée en termes des notions de la théorie du potentiel. Donc, il faut que j'en parle un petit peu. C'est peut-être un peu surprenant à première vue. La théorie du potentiel, c'est quoi? C'est la théorie des charges électrostatiques, attractionnelles électrostatiques et tout ça. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'analyse complexe? Ça, on va le voir. Bon. Et en particulier, je vais devoir parler de la notion de fonction harmonique. Donc, une fonction est définie sur le disque est dite harmonique si elle est de classe C2. Bon, tout d'abord, j'aurais dû dire à valeur réelle. Et dite harmonique si elle est de classe C2, c'est deuxième dérivée partielle existe et sont continues. Et si son Laplacien est 0, je n'ai pas écrit la définition de Laplacien, mais on va le voir dans quelques instants. Mais c'est très simple. Donc, ça, c'est la définition. Et on va résoudre cette équation. Et c'est peut-être la équation au dérivé partiel la plus importante. Je ne sais pas s'il y a des experts qui voulaient contester ça. Mais c'est pratiquement toujours la première EDP qu'on étudie dans le sujet. J'aurais pu faire la définition sur un domaine dans Rn plutôt que R2. C'est exactement la même chose. Dans R1, j'ai juste une deuxième dérivée. Dans R3, j'aurai dH par dz, dH par dz carré égale 0 aussi. En R3, c'est peut-être le cas le plus classique où on étudie la théorie du potentiel non seulement pour l'électrostatique, mais pour la théorie de la gravité. Mais nous, on va s'intéresser bien sûr au cas de R2 parce que R2, c'est le plan complexe. Et aussi, il est parfois instructif de considérer le cas le plus simple, qui est le cas R1. Alors, c'est quoi une fonction harmonique dans R1? C'est une fonction dont la deuxième dérivée est 0. Donc, h double prime égale 0. Donc, c'est une fonction de la forme ax plus b. Très, très simple. Et parfois, ça peut quand même nous aider avec une certaine intuition. OK, alors je peux tout de suite expliquer le lien avec l'analyse complexe. Et ça provient de l'exemple que vous voyez. J'affirme que si on a une fonction holomorphe, c'est-à-dire dérivable au sens complexe, alors on peut l'écrire en termes de ces parties réelles et imaginaires, qui sont toutes les deux donc des fonctions maintenant à valeur réelle. Et ces deux fonctions sont automatiquement des fonctions harmoniques. Et j'ai une preuve. Donc, on calcule le Laplacien. Alors, parmi les premières choses qu'on voit dans un cours d'analyse complexe, c'est que si f est de la forme h plus ik est holomorphe, alors il y a automatiquement un lien entre la partie réelle de f et la partie imaginaire de f, qui est donnée par dh par dx égale
dk par dy, et aussi dh par dy égale moins dk par dx. Ça s'appelle les équations de Cauchy-Riemann. Faisons un petit test, juste pour sanity test, comme on dit en anglais. Supposons que f soit la fonction z. H, donc c'est x plus y, donc h serait x, k serait y. Et vous voyez dh par dx, c'est 1, dk par dy, c'est 1, donc ça c'est bon. dh par dy, pour h est indépendant de y, donc c'est 0, et de même dk par dx, c'est 0. Donc oui, ça marche. Et d'ailleurs, ça m'assure que j'ai mis la moins dans la bonne place. C'est utile, très utile. OK, donc je reviens à la preuve. Alors, on va calculer le Laplacien de h. Alors, d de h par dx carré, c'est d par dx de dh par dx. Mais dh par dx, on le voit ici, c'est dk par dy. Donc, je le remplace par dk par dy. Et de même, le deuxième terme, c'est d par dy de dh par dy, qui est la même chose que moins dk par dx. Et maintenant, parce qu'on travaille avec des fonctions de classe, en fait, C infini, parce qu'une fonction holomorphe est automatiquement C infini, on peut échanger l'ordre des dérivés partiels et le résultat est donc égal à 0. Voilà, donc ça c'est une source de fonctions harmoniques dans le plan, sur le disque. Et même, la réciproque est vraie sur le disque, au moins, si on a une fonction harmonique, n'importe quelle, sur le disque unité, alors elle est la partie réelle d'une fonction holomorphe bien choisie. Il y a toujours une autre fonction harmonique K, de sorte que H plus IK soit holomorphe. Okay, ça, c'est pas supposé être évident, mais je vous dis que c'est vrai. Là, ça dépend un peu du domaine. Ça marche sur le disque, ça échoue sur des domaines qui ont des trous. Donc, déjà, il y a une subtilité. Mais du moins, sur le disque, il y a une sorte d'équivalence entre holomorphe et harmonique. Alors, en fait, on n'aura pas besoin de ça, mais on aura besoin d'une autre remarque. Si f est holomorphe, et de plus, si elle est non nulle partout, alors j'affirme que log mod f est toujours une fonction harmonique. Et la raison est très simple, c'est parce que log mod f est la partie réelle de log f. Le logarithme complexe de f, c'est log mod f plus i fois l'argument de f, du moins localement. Et comme la propriété d'être harmonique est locale, parce que c'est défini juste en termes d'une dérivée, ça suffit. Donc ça, c'est la chose à retenir. Log mod f est harmonique si f est holomorphe et non nul. Si on fait un calcul direct, ça compte pas. Ah oui, aussi. Oui, on peut le faire aussi. Okay. OK. Alors, voici quelques propriétés de base des fonctions harmoniques. D'abord, elle vérifie ce qu'on appelle la propriété de la moyenne. Donc, si on commence avec une fonction continue sur le disque, bon, si je repars. Si on commence avec une fonction harmonique sur le disque, elle a la propriété que pour chaque disque continu dans le disque unité, donc on a le disque unité ici, on n'importe quel disque comme ça, fermé dans le disque unité, la valeur de H au centre de ce disque est exactement égale à la moyenne de ces valeurs sur le bord. C'est vrai en fait en toute dimension. Et il y a un réciproque. Si on commence avec une fonction continue qui a cette propriété, alors c'est automatiquement une fonction harmonique. C'est vraiment une caractérisation de l'harmonicité. Okay. Une autre propriété, c'est le
principe du maximum et le principe du minimum. Si une fonction harmonique atteint un maximum ou un minimum sur le disque ouvert, alors forcément elle est constante. Ça, on peut le déduire en fait de la première propriété, la propriété de la moyenne, parce que si h atteint un maximum en ce point, alors sur ce cercle, toutes les valeurs de h sont plus petites que sa valeur au centre, parce que c'est le maximum, mais aussi la moyenne des valeurs est égale à la valeur au centre. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix. H doit être constante sur le cercle, ça doit prendre la même valeur. Et ça marche sur n'importe quel cercle près du point. Donc, H va être constant près du point. Et ensuite, on fait une espèce d'argument de connexité. Et la troisième propriété dont j'aurais besoin, c'est une propriété qui s'appelle l'inégalité de Harnack. Alors, maintenant, on suppose que H, non seulement elle est harmonique, mais qu'elle est positive sur le disque. Alors, il y a un lien entre la valeur de H en un point quelconque et sa valeur en 0. C'est donné par cette inégalité, en fait, cette double inégalité que vous voyez ici. Bon, ça, c'est pas supposé d'être évident non plus, et je ne le démontrerai pas, mais ce que je vais faire, je vais donner une démonstration par tricherie en considérant le cas de dimension 1. En fait, toutes les trois propriétés deviennent vraiment transparentes en dimension 1. Alors, faisons-le. Alors, je rappelle qu'en dimension 1, donc le disque en dimension 1, c'est, disons, l'intervalle moins 1, 1, ouvert. Et les fonctions harmoniques en dimension 1 sont les droites. Et on est d'accord? Comme ça. OK, si je prends un sous-disque en dimension 1, c'est un sous-intervalle, comme ça. Et je prends la moyenne sur le bord, ça me donne la valeur de la fonction au milieu. Ça, c'est la propriété de la moyenne. Si la fonction atteint un maximum sur l'intervalle, c'est l'intervalle ouvert, alors il n'y a pas beaucoup de possibilités, ça doit être constante. Sinon, peu importe la valeur que je prenne, il y aura toujours des valeurs plus grandes et des valeurs plus petites. Et l'inégalité de Harnack, ça aussi on le voit. Bon, mettons qu'on fixe la valeur de H à l'origine et qu'on sache que H est toujours positif. Ce sont les hypothèses. Alors, quelles sont les possibilités? Bon, H est une droite, mais ça doit rester positif. Donc, ça peut bouger entre une droite de cette pente et une droite de cette pente. Donc, la plus petite valeur possible ici sera donnée par ça, et la plus grande valeur ici serait donnée par ça. Bon, c'est une preuve en dimension 1 de l'inégalité de Harnack, et vous devez me croire sur parole qu'il y a une inégalité semblable en dimension 2. Alors, tout ce que je vous ai montré jusqu'ici est très, très standard. On le voit dans un premier cours sur la théorie du potentiel, vraiment vers le début du cours. Mais maintenant, la prochaine chose que je vais vous montrer n'est pas du tout standard, mais c'est adapté pour nos besoins. Je vais définir une autre notion de fonction que j'appelle inf harmonique. C'est vraiment notre invention à nous. Alors, on a une fonction définie sur le disque que je vais appeler U maintenant, toujours à valeur réelle. Et elle est dite inf harmonique si, bon, d'abord, il y a une petite condition technique pour éviter des exemples vraiment bizarres, des pathologies que je veux éviter. Donc, je suppose qu'elle est localement minorée. Ça veut dire qu'en chaque point, il y a un voisinage tel que la fonction est minorée par une constante sur ce voisinage. Ça ne peut pas faire des choses vraiment bizarres. Mais c'est vraiment pas important. La partie importante, c'est la deuxième partie de la définition. Il doit exister une famille de fonctions harmoniques sur le disque tel que U s'exprime comme l'infimum de cette famille, donc comme une enveloppe inférieure de cette famille. Oui, question? Est-ce que cette famille doit être une famille infinie ou
Non, pas nécessairement. Ça peut être, par exemple, bon, une fonction, donc ça serait juste une fonction harmonique, ou deux. C'est parfaitement permis, oui. Donc, j'ai encore une fois triché un peu en illustrant la situation en une dimension. On a une fonction qui est un infimum de droite. Et en fait, chaque telle fonction est une fonction qu'on appelle concave. En tout cas, moi, je l'appelle concave. Aux États-Unis, je pense que c'est convex up, convex down ou quelque chose de même. Je n'ai jamais compris ça. Mais en tout cas, moi, j'appelle une chose qui va dans ce sens-là concave. Et en fait, c'est vraiment une caractérisation. Si j'ai une fonction concave en dimension 1, je peux l'exprimer comme l'enveloppe inférieure, c'est-à-dire l'infimum d'une famille de droite bien choisie. En dimension 2, je ne sais pas. Alors, c'est une question que je suis vraiment gêné de l'avouer. Je ne connais pas une caractérisation aussi jolie comme la concavité pour les fonctions infarmoniques. Il y a deux candidats naturels. Le premier candidat serait encore la notion de concave, parce que ça existe aussi en dimension 2. Mais en fait, les fonctions infarmoniques sont plus générales que les fonctions concaves. Même une fonction harmonique tout court, qui est infarmonique, n'est pas nécessairement concave en dimension 2. Donc, ça, ce n'est pas la bonne réponse. Il y en a un autre que je vais mentionner dans quelques instants, qui est une classe plus grande que les fonctions infarmoniques, mais qui n'est pas la bonne solution non plus. Et je ne sais même pas si la notion de infarmonique est vraiment une notion locale. C'est-à-dire que si j'ai deux domaines comme ça, et j'ai une fonction définie sur la réunion qui est infarmonique sur ce domaine-là et infarmonique sur l'autre, est-ce que c'est infarmonique sur la réunion? Je ne sais pas. C'est vraiment embarrassant de le dire. Concave, la réponse serait oui, parce que la concavité est une propriété locale. En tout cas, c'est cette propriété-là qui va être la bonne pour nous, vous allez voir. On ne peut pas l'éviter. Et les fonctions infarmoniques ont des propriétés qui reflètent un peu les propriétés qu'on a déjà vues pour les fonctions harmoniques. Typiquement, ce qui se passe, c'est qu'on perd la moitié de l'information et on garde l'autre moitié. Alors, j'explique. Alors, au lieu d'avoir la propriété de la moyenne, où la fonction est partout sur chaque disque, la valeur au centre est égale à la moyenne sur les valeurs sur le bord, on a juste une inégalité. Et l'inégalité va dans ce sens-là. Si je peux expliquer ça en dimension 1, c'est pas très difficile à voir. Donc, en dimension 1, j'ai deux fonctions harmoniques, par exemple. Je prends l'infimum des deux. C'est une fonction qui ressemble à ça. La valeur ici n'est pas égale à la moyenne des valeurs ici et ici, mais c'est quand même toujours plus grand. Alors, une fonction qui a cette propriété, donc je parle dans le cas de dimension 2, s'appelle une fonction superharmonique. Et c'est une notion très bien connue, très étudiée. En fait, ça correspond à une fonction dont le Laplacien est positif, sauf que la fonction n'est pas nécessairement dérivable de classe C2, donc il faut interpréter la dérivée de la bonne façon. Mais moralement, c'est une fonction dont le Laplacien est positif. OK. Donc, en tout cas, on a cette propriété, toujours. Également, on a un principe du maximum, mais on n'a plus de principe du minimum. Excusez-moi, j'ai mal parlé. On a un principe du minimum, mais on n'a plus de principe du maximum. Voici un exemple d'une fonction qui atteint un maximum sans être constante, une fonction infarmonique. Mais ça ne peut pas arriver avec le minimum. L'inégalité de Harnack tient bon aussi. Et cette fois-ci, il n'y a pas de la moitié de l'information qui reste, c'est toute l'information.
on conserve l'inégalité entière. Et en fait, si vous croyez l'inégalité de Harnack pour les fonctions harmoniques, il est facile de déduire l'inégalité pour les fonctions infarmoniques. Simplement prenons l'infimum. Vous commencez avec l'inégalité de Harnack pour chaque fonction harmonique et vous prenez l'infimum de chaque côté de l'inégalité et ça marche. Alors, pourquoi j'insiste sur ces propriétés-là? C'est parce qu'il y aura plusieurs théorèmes qui suivent où la conclusion est que la chose qui nous intéresse varie comme une fonction infarmonique. Et on veut savoir, ça sert à quoi savoir qu'une fonction soit infarmonique? Bon, elle a toutes ces propriétés-là qu'on peut utiliser en pratique. OK, est-ce qu'il y a avant de passer à la prochaine chose, est-ce qu'il y a des questions sur les définitions, sur les propriétés? Est-ce que le nom infarmonique est standard? Non, OK. absolument pas. On l'a inventé. Et si tu as une meilleure idée, en fait, ça me donne l'occasion de vous montrer l'autre candidat pour une caractérisation d'infarmonique. C'est justement les fonctions qui vérifient cette inégalité, c'est-à-dire les fonctions superharmoniques. Alors, une fonction infarmonique est superharmonique, mais malheureusement, la réciproque est fausse. Superharmonique n'implique pas infarmonique. Pourquoi? Parce que, entre autres, l'inégalité de Harnack n'est plus vraie pour les fonctions superharmoniques. C'est juste faux. Donc, bon, c'est comme ça. Excusez-moi, est-ce qu'il existe une différence entre les fonctions infarmoniques ou superharmoniques, des fonctions sous-harmoniques et surharmoniques? Surharmonique, c'est la même chose que superharmonique. C'est synonyme. Non. Non. C'est tentant de le penser, mais c'est pas vrai. Parce que superharmonique ou surharmonique ne vérifie pas l'égalité de Harnack. Non. Donc, infarmonique, dans ce sens-là, est meilleur que surharmonique, superharmonique. En passant sous-harmonique, c'est une fonction qui vérifie l'inégalité dans l'autre sens, plus petit. Donc, c'est U est sous-harmonique si et seulement si moins U est superharmonique. Et je pense que j'ai aussi mal parlé quand j'ai dit que la caractérisation de superharmonique, c'est que le Laplacien est positif. J'aurais dû dire le Laplacien est négatif. Pour les sous-harmoniques, c'est le Laplacien est positif. Je dois me corriger. En dimension 1, on le voit bien, toutes ces notions sont la même chose, ce sont les fonctions concaves, et on sait très bien que ce sont les fonctions dont la deuxième dérivée est négative. Bon, d'autres questions avant de passer au théorème? OK, donc on a tout ce qu'il nous faut maintenant pour aborder les questions que j'ai posées au début. Donc, on veut décrire la variation de ces mesures de taille lorsqu'on les applique à un mouvement holomorphe. Et on va commencer avec le cas du diamètre. C'est un cas qui est de loin le plus facile, mais qui quand même contient de l'information intéressante et explique très clairement pourquoi on s'intéresse aux fonctions infarmoniques. Donc, voici le résultat. Je l'appelle une proposition parce que vous allez voir, la preuve est très, très facile. OK, donc je m'abuse un petit peu en commençant avec un mouvement holomorphe décrit plutôt en termes de l'ensemble que la fonction. Mais je pense que vous comprenez, E lambda varie selon un mouvement holomorphe. Donc, caché derrière ça, il y a une fonction f qui est le vrai mouvement holomorphe. Je vais supposer que E soit borné et que E contient au moins deux éléments. Parce que si E ne contient qu'un seul élément, il n'y a pas vraiment d'intérêt à mesurer le diamètre, ça va toujours être égal à 1. Donc, au moins 2 points. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le diamètre de E lambda et on regarde log de 1 sur le diamètre
Et en tant que fonction de lambda, j'affirme que c'est une fonction infarmonique. Donc, entre autres, ça vérifie toutes les trois propriétés que je vous ai montrées tout à l'heure. OK? Quelqu'un dans le chat qui dit j'ai manqué la définition de standard. Je sais pas si c'est- Standard. Je ne sais pas à quel moment je- C'était quoi standard? Est-ce que Ah, c'est d'abord pour les dièses de E, c'est des diamètres ou bien c'est quoi ça? Il y a la dimension. diamètre? Ah, diamètre. Diamètre. Donc, on le verra dans un instant, mais c'est le suprême des distances sur toutes les paires de points dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a une réponse standard? J'ai demandé. OK, alors on va démontrer ce résultat. Donc, comme j'ai dit, derrière le mouvement holomorphe de lambda se cache la fonction f, qui est en fait le vrai mouvement holomorphe. OK, on peut y aller tout de suite avec le log de 1 sur le diamètre. Alors, quels sont les points dans E lambda? E lambda, c'est l'image de E par f indice lambda, c'est-à-dire la fonction qui envoie z sur f lambda z. Donc, les points sont exactement les points de la forme f de lambda z lorsque z parcourt E. Et en particulier, les paires de points de E lambda sont exactement les paires de points de la forme f lambda z et f lambda w lorsque z et w parcourent E. Est-ce que ça va? Je pense que je vois des visages qui sont un peu mystifiés. Donc, voici mon image habituelle d'un mouvement holomorphe. Donc, l'ensemble des points où les graphes traversent l'axe central, c'est E. E ici. Et si je regarde l'image de E par F lambda, ça me donne l'ensemble que j'ai appelé E lambda. Donc, si je veux mesurer le diamètre de E lambda, je dois prendre toutes les paires de points possibles de E lambda. Mais pour chaque paire de points, il correspond à une paire de points ici. Et les deux points ici sont reliés aux deux points ici, disons Z et W, par le fait que ici, la valeur c'est F lambda W et ici c'est F lambda Z. Okay. Donc, ça explique la formule que vous voyez ici. Ça, c'est un point typique de E lambda et ça, c'est un autre point typique de E lambda. D'accord? Et lorsque Z et W parcourent les paires de points distincts de E, ces deux points-là parcourent exactement les paires de points possibles, les paires de points distincts de E lambda. OK. Alors, le diamètre, par définition, c'est le suprêmum des distances entre les paires de points de E lambda. Si je prends la réciproque, le suprêmum devient l'infimum. Si je prends log, l'infimum sort du log parce que log est une fonction croissante. Donc, je pense que ça explique en entier la formule que vous voyez devant vous. Ça va? Or, c'est quel genre de bébête ici au dénominateur? Rappelez-vous que f est holomorphe en lambda. Et vu que z et w sont deux points différents, ici on a une différence de deux fonctions holomorphes différentes. Donc le dénominateur est une fonction holomorphe qui ne s'annule pas. Le module 1 sur la même chose est toujours une fonction holomorphe qui ne s'annule pas. Et le module de ça, si on prend le log, c'est log mod d'une fonction holomorphe qui ne s'annule pas. Log mod d'une fonction qui ne s'annule pas, c'est une fonction harmonique. Et avec ça, la preuve est terminée.
parce qu'on a exhibé de façon plutôt explicite notre fonction log 1 sur diamètre comme un infimum de fonction harmonique. Ça va pour tout le monde? Alors, j'ai fait cet exemple pas parce que c'est difficile, c'est pas du tout difficile, mais en fait, je pense que c'est plutôt instructif. On voit très bien d'où viennent les fonctions infarmoniques. Et en fait, ça va servir dans ce qui suit aussi. Bon, maintenant, tournons notre attention vers la variation de la dimension. Je dois vous dire que c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Vu qu'on a affaire avec des fractales, on veut décrire la dimension d'une fractale, calculer la dimension, ou tout au moins l'estimer le mieux qu'on peut. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut dire au juste par dimension? Quelle est la dimension d'un ensemble? Alors, en fait, il y a plusieurs façons de définir dimension qui ne sont pas équivalentes. Je vais commencer en parlant de la dimension de Minkowski parce que, d'après moi, c'est la plus facile. Alors, prenons un ensemble E dans le plan, un ensemble borné, et regardons des recouvrements de E par des disques de rayon R. On peut très certainement recouvrir E par un nombre fini de disques si E est borné. Et essayons de trouver des recouvrements les plus efficaces possibles en utilisant le moins de disques possible. Alors, je vais donner un nom au nom de disque, c'est NR de E, c'est un nombre minimal de disques de rayon R requis pour recouvrir E. Okay? Alors, avant de continuer, faisons deux exemples très très simples. Prenons d'abord un intervalle comme ça. Disons intervalle 0,1. Quel est le nombre de disques requis de rayon R requis pour recouvrir ça? On peut certainement recouvrir ça de la façon suivante. Je peux supposer que mes disques sont fermés, pourquoi pas? Je n'ai pas spécifié, c'est plus facile comme ça. Alors, si je les mets l'un après l'autre, le disque de rayon R, donc cette distance-là est 2R. Et bon, je peux faire ça avec combien de disques? Je pense que c'est 1 sur 2R plus un disque. Est-ce que ça a du sens? Donc, c'est une possibilité. Ça ne prouve pas que c'est la façon la plus efficace de le faire, quoique c'est difficile à imaginer comment on aurait pu être plus efficace que ça. Alors, une façon, donc, ce que je viens de montrer, c'est que NR de l'intervalle 0,1 est au pire ça. Et en fait, ce n'est pas difficile de montrer une inégalité qui va dans l'autre sens. Si je prends un disque, n'importe quel, il n'y a rien qui dit que mon disque doit être centré sur l'intervalle. Donc, je vais maintenant faire mon dessin. Ce que je sais, c'est que le disque va... Bon, peut-être c'est complètement déjoint de l'intervalle, mais sinon, ça va intersecter l'intervalle dans un sous-intervalle de longueur O plus de R. Et donc, si j'ai un recouvrement... Oups, pas très disque, ça. Si j'ai un recouvrement de mon intervalle par un nombre fini de disques, les intersections vont être des sous-intervalles de longueur O plus 2R qui recouvrent mon intervalle de départ. Alors, quelle est la longueur totale de ces sous-intervalles? Il y en a un ici, un autre ici, un autre ici. Alors, peu importe la façon que je choisisse mes disques, je vais avoir ces sous-intervalles qui doivent recouvrir l'intervalle 0,1. Et chacun de ces sous-intervalles est de longueur O plus 2R. Donc, la longueur totale de la réunion est O plus 2R fois N, s'il y en a N. Donc, 2R N doit être au moins égal à
1, la longueur totale de mon intervalle. Sinon, je n'ai pas assez d'orange pour couvrir l'intervalle. Ce qui veut dire que peu importe le choix des disques, j'ai toujours cette inégalité. Et ça démontre que le N, ce que j'ai appelé NR de 0,1 est au moins 1 sur 2R. Parce que j'ai toujours besoin de au moins ce nombre de disques pour recouvrir l'intervalle. Bon, ce n'est pas exactement la même réponse qu'ici, mais ça suffit pour nos besoins. Je n'ai pas besoin d'être plus exact que ça. On peut faire la même chose pour un carré. Je ne donnerai pas les détails, mais c'est un peu la même idée. Il y a une façon relativement évidente de couvrir un carré avec un treillis de disques. Et le nombre de disques requis va être à peu près une constante sur R carré, parce que le nombre, si on prend n disques, l'aire totale de ces disques va être n fois pi R carré, et ça doit recouvrir un carré de R1. Donc, ça donne une bonne minoration pour le nombre de disques possibles. Donc, dans le cas du disque, au lieu de... Juste pour reprendre ce que j'avais fait déjà, ça c'est à peu près une constante sur R. En fait, c'était 1 sur 2R, mais la constante n'est pas importante. Et pour le cas du disque, si je prends le disque unité ou le carré, je pense, ça va plutôt être une autre constante sur R carré. Donc, ça prend beaucoup plus de petits disques pour recouvrir un carré qu'un intervalle. Et vous voyez l'exposant ici qui est 1 et l'exposant ici qui est 2, qui reflète un peu notre intuition que cet objet-là est un objet de dimension 1 et celui-là un objet de dimension 2. Et l'idée de la dimension de Minkowski est de faire ça un peu à l'envers. Si vous prenez un ensemble E quelconque maintenant, donné, vous pouvez toujours calculer NR de E et utiliser ça pour définir la dimension de E. Donc, ce que je viens de dire, c'est que selon notre intuition, NR de E doit croître avec R lorsque R tend vers 0 comme une puissance négative de R, R à la moins alpha, où alpha représente la dimension de E. Du moins, c'est notre intuition. Je ne prouve rien, c'est juste une motivation. Mais comme ça, on peut tenter d'isoler alpha et définir ça comme la dimension. Alors, pour isoler alpha, qu'est-ce qu'on fait? On prend les logs des deux côtés. Ça donne log NR égale moins alpha sur log R. On divise par log R et on laisse R tendre vers 0 et ça donne la définition. Il y a un point technique ici. J'ai écrit lim sup et non pas lim. C'est parce qu'en général, on peut être malchanceux. Il se peut que la limite n'existe pas. Pourquoi lim sup et non pas lim inf? On peut définir ça avec lim inf aussi. En fait, ça donne une autre définition de dimension qui n'est pas équivalente. Donc, en fait, pour être vraiment correct, ce que je viens de définir, c'est la dimension de Minkowski supérieure de E. Il y a aussi une dimension de Minkowski inférieure de E. Mais bon, soyez gentils avec moi, je vais juste garder ça comme définition. OK. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette définition? C'est raisonnable? Je pense que la justification qui dit voici la bonne dimension, c'est ce qu'on va faire avec après, en quelque sorte. Parce qu'il y en a plusieurs, alors pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Parce que celle-ci va bien marcher, donc Entre autres, oui, mais aussi parce que c'est le plus facile à expliquer. Je vais y revenir sur les autres tout à l'heure. Mais est-ce que ça va? Oui, question? Est-ce que la dimension de Minkowski a un rapport avec the convex body problem? Non. À moins, sauf que Minkowski a fait les deux, mais ce n'est pas du tout la même chose. En passant, il y a beaucoup de façons équivalentes
vraiment équivalente à définir cette notion de dimension, même NR de E. Au lieu de regarder les recouvrements de E par des disques de rayon R, on peut plutôt regarder ce qu'on appelle des remplissages. Donc, on regarde des disques centrés dans E qui sont disjoints. Donc, j'ai un disque centré. Maintenant, il faut insister que le centre soit dans E. Alors, je prends des disques de rayon R disjoints et je prends maintenant autant de disques que possible et définis ça comme NR décoré tilde ou quelque chose. Et NR et NR tilde sont presque la même chose à une constante près. C'est un petit exercice qui vient du fait que si on a deux disques qui touchent, alors en augmentant la taille d'un des disques par un facteur de 3, ça va contenir l'autre. C'est vraiment une intuition géométrique très, très simple. Donc, c'est une autre approche. Et une autre approche est de diviser le plan en un quadrillage de carrés, compter le nombre de carrés qui rencontrent un ensemble E et travailler avec ce nombre-là. Et dans ce contexte, ça s'appelle la dimension en anglais, box counting dimension, on compte des boîtes. Ça donne la même chose. Toutes ces choses-là sont équivalentes. On les voit dans plusieurs contextes différents, mais c'est vraiment la même chose. OK? OK, donc la question, comment décrire la variation de la dimension de Minkowski de mouvement holomorphe? Voici le théorème. Alors, c'est très immodeste, mais ça me donne l'occasion de parler de mes propres travaux. C'est un travail conjoint avec Aidan Führer, qui était jusqu'à récemment un étudiant de maîtrise à l'Université Laval, et Malik Younsi, qui était aussi un étudiant de doctorat, mais il y a beaucoup plus longtemps. Maintenant, il est professeur à l'Université de Hawaï. Mais en fait, il va être ici même à Montréal. Il nous rend visite à Laval et ensuite il viendra ici à l'Université de Montréal à cette session, si vous le croisez. OK, voici le théorème. Donc, on prend un mouvement holomorphe d'un ensemble borné, E. Alors, une possibilité est que la dimension de E lambda est toujours égale à 0. Ça, c'est une possibilité. Ce serait le cas si E lambda était toujours un singleton. C'est un cas trivial, mais il faut garder ça à l'esprit. Sinon, la dimension est toujours positive, strictement positive, et 1 sur la dimension est une fonction infarmonique. On n'aurait pas peut-être deviné que c'est la réponse. En fait, je n'ai pas vraiment... Il y a une autre partie où je vais y revenir dans quelques instants, qui explique que c'est vraiment la réponse. Mais ça, c'est le résultat. Bon, j'aimerais explorer quelques conséquences de ce résultat. Rappelez-vous qu'une fonction infarmonique est automatiquement continue. Donc, on peut déduire que la dimension de Minkowski est continue. Une fonction infarmonique est superharmonique. Alors, il n'est pas trop difficile de montrer que la réciproque doit être sous-harmonique. Ça vérifie l'inégalité de la moyenne dans l'autre sens. Une fonction infarmonique vérifie le principe du minimum, donc sa réciproque vérifie le principe du maximum. Donc, si la dimension atteint à un certain point un maximum, elle doit être constante. La troisième partie, bon, en fait, c'est une espèce de résumé des choses qui ont précédé, mais si jamais on a un ensemble E lambda dans notre mouvement holomorphe, qui est soit de dimension 0, soit de dimension 2, ce sont les deux extrémités de ce qui est possible, alors forcément la dimension est constante par rapport à lambda. Pourquoi? Parce que dans le cas de 0, ça fait partie de l'énoncé du théorème, et dans le cas de 2, la dimension atteint un maximum. Parce qu'un sous-ensemble du plan est toujours de dimension O plus 2. Et enfin,
1 sur la dimension est une fonction infarmonique et ça reste infarmonique même si ça reste infarmonique même si je soustrais une constante parce que ça ne change pas l'harmonicité, mais ça reste encore aussi une fonction infarmonique et positive. Pourquoi 1 sur dimension est positive? Parce que la dimension est positive, c'est clair. Mais si je soustrais un demi, ça reste positif. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la dimension dans le plan est toujours O plus 2. Donc, 1 sur la dimension est toujours au moins un demi. En soustrayant un demi, ça reste positif. Et si on a une fonction infarmonique positive, elle vérifie l'inégalité de Honac. Donc, ça donne une façon concrète d'estimer la dimension de Minkowski de E lambda en lambda en termes de la dimension de Minkowski en lambda égale 0. Rappelez-vous que l'inégalité de Honac relie la valeur de la fonction en lambda et la valeur de la fonction en 0. Et en fait, ça reprouve la continuité et même de façon plus quantitative. Bon, je dois être honnête et vous avouer que certaines de ces choses étaient déjà connues dans les corollaires, mais d'autres sont nouveaux à mon avis. La continuité était connue, mais pas la sous-harmonicité. Le principe du maximum n'était pas connu avant. La troisième partie était connue, et la quatrième aussi, mais par une voie complètement différente. OK. Je ne peux pas vous montrer la démonstration de ce théorème. C'est juste trop difficile. Tout ce que je peux dire est de mentionner 2 ou 3 ingrédients principaux et essayer de donner une très petite idée de ce qui se passe. En fait, on utilise plutôt l'idée de définir la dimension de Minkowski en termes de remplissage plutôt que recouvrement. C'est plus pratique, ça marche. Les inégalités vont dans le bon sens dans ce cas-là. Donc, prenons encore notre mouvement holomorphe. Alors, je l'ai ici. Et prenons un espèce de remplissage de E0. Donc, qu'est-ce que ça va être? C'est comme un disque ici, un autre disque ici, un autre disque ici. Bon, je vais les dessiner comme des disques. Il faut comprendre qu'il y a un plan complexe vertical dans lequel on a des disques. Et ensuite, on suit les disques lorsque on bouge selon le mouvement holomorphe. Et là, je prends pour acquis un résultat que je ne vous ai pas montré encore. Je vais en parler en détail demain. Il dit qu'on peut même étendre notre mouvement holomorphe à un mouvement holomorphe du plan tout entier. Donc, même si les disques ne sont plus contenus dans E, c'est tout à fait possible, on peut quand même les suivre selon un mouvement holomorphe. C'est permis. Et donc, ça donne un remplissage ici. Pourquoi c'est un remplissage? Bon, le point central ici reste dans l'ensemble qui est là. Et les ensembles qui sont disjoints ici restent disjoints parce que nos graphes sont disjoints. Donc, on serait tenté de dire qu'on a un remplissage de E lambda ici. Il y a un petit problème, par contre, c'est qu'on a perdu la propriété qu'on avait des disques ici. Ici, ce ne sont plus des disques. Il y a eu une déformation. Mais mettons ce petit problème à côté pour un instant. Si on avait des disques ici, on pouvait exploiter la variation du diamètre, parce qu'on sait comment les diamètres varient. Ça, c'est la première proposition que je vous ai montrée aujourd'hui. Le log de 1 sur le diamètre varie comme une fonction infarmonique. Alors, c'est l'idée de base de la preuve. Le problème principal que j'ai indiqué est qu'on perd le fait qu'on ait des disques ici. En fait, ça nous a retardé pas mal dans la démonstration de ce théorème. Finalement, on s'en est sorti par un truc que je vous montrerai demain. Un truc plus sophistiqué. Donc,
En fait, je ne me sens pas coupable de vous pas montrer ça maintenant parce que je ne vous ai presque rien montré de la démonstration de toute façon. Mais il y a un truc supplémentaire qui vient d'une autre théorie que je vais expliquer demain, qui nous a permis de finir cette démonstration. Alors, je suis désolé, j'aurais bien aimé expliquer ça en plus de détails, mais je pense que c'est tout ce que je peux faire. Au moins, vous avez vu l'énoncé. OK, donc Alexandre m'a demandé pourquoi j'ai adopté la dimension de Minkowski. En partie, c'est parce que on connaît le résultat pour ça, mais aussi parce que c'est plus simple. La dimension de Minkowski, malgré le fait que c'est très facile à comprendre, a un grand défaut. C'est le fait que, en général, si on a E, une réunion d'ensemble EJ, une réunion d'une famille dénombrable d'ensemble EJ, on souhaite normalement que la dimension de E soit le suprêmum des dimensions de EJ. C'est vraiment une propriété naturelle pour les axiomatisations de notions de dimension. Souvent, on adopte ça parmi les axiomes. Malheureusement, la dimension de Minkowski n'a pas cette propriété. Ça, je peux vous le montrer. Si on revient sur la définition de NR de E, rappelez-vous, c'était en termes de recouvrement par des disques. Et on peut recouvrir E par un disque si et seulement si on peut recouvrir la fermeture de E par le même nombre de disques. On parle d'un nombre fini de disques, ce sont des disques fermés. Donc, si les disques recouvrent E, automatiquement, ils vont recouvrir E par aussi. Okay? Donc, dans la définition de NR de E, j'aurais peut-être dû le remarquer avant, on a toujours ça. Ce qui veut dire que la dimension de Minkowski ne reconnaît pas la différence entre E et E bar. Ça, c'est pas bon. En particulier, si je prends EJ comme les nombres rationnels, donc EJ sera le singleton qui est le jème nombre rationnel dans l'intervalle 0,1. Ça, c'est E, et j'ai un nombre rationnel. Alors, chaque nombre rationnel est un singleton, sa dimension est 0. Pourquoi? Parce que quel est le nombre minimal de disques pour recouvrir un singleton? C'est 1. Lorsque vous prenez le log, c'est 0. Vous divisez par quelque chose, vous laissez étendre vers l'infini, c'est toujours 0. Donc, la dimension d'un singleton est 0. Ça, c'est pas surprenant. La dimension de Minkowski de l'intervalle est 1. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et si on regarde les nombres rationnels dans l'intervalle, ça, c'est aussi un ensemble dénombrable, mais sa dimension de Minkowski est toujours égale à 1. Pourquoi? Parce que la dimension de Minkowski ne différencie pas entre un ensemble et sa fermeture. Et donc, si on prend pour EJ comme le jème nombre rationnel, et E comme la réunion, la dimension de E, c'est la dimension de la fermeture de E qui est 1, et chacune des dimensions ici est 0. C'est pas bon, ça. Et donc, la voie de sortie, normalement adoptée, est de modifier la définition de la dimension de Minkowski pour obtenir une autre chose qui s'appelle la dimension, en anglais c'est packing dimension, j'imagine qu'en français c'est la dimension de packing, dimension de remplissage, je ne sais pas. Alors, cette version modifiée a cette propriété. Donc, si j'avais un M ici, ce serait faux, mais si je mets un P ici, c'est plutôt vrai. Et je n'ai pas écrit la définition sur le table, mais je peux le faire, c'est très très simple en fait. On fait la chose la plus naïve possible. On prend notre ensemble E. On suppose que E est une réunion dénombrable, ensemble EJ. On mesure les dimensions de EJ, dimension de Minkowski. On prend le suprêmum,
ces choses-là. Et ensuite, c'est pas bien écrit, on fait ça pour chaque décomposition de E. Donc, c'est assez compliqué, une soupe. Mais pour chaque décomposition possible de E, en réunion dénombrable d'ensemble, on calcule toutes les dimensions des EJ, on prend le suprêmum, et ensuite on prend, c'est toujours pas à la bonne place, la parenthèse, c'est ici. Ensuite, on fait ça pour toutes les décompositions possibles de E. Alors, c'est un peu artificiel, mais c'est comme ça qu'on le fait. Et comme ça, on obtient une notion de dimension qui est très, très connue et qui a cette propriété supplémentaire. OK, est-ce que la dimension de packing varie sur un mouvement holomorphe de la même façon? La réponse est oui. Le terme sur la variation de dimension marche aussi pour la dimension de packing. Et en fait, il y a deux avantages de le faire. Tout d'abord, dans cette définition, on n'a plus besoin de supposer que E soit borné. Pour définir la dimension de Minkowski, il fallait que E soit borné parce que je voulais un recouvrement fini par des disques. Si je veux non borné, il faut changer la métrique. Mais maintenant, je peux, même si E est non borné, je peux toujours le recouvrir par la réunion dénombrable d'ensemble borné. Donc, ça, c'est une petite amélioration déjà. Et plus intéressant, c'est qu'il y a un réciproque maintenant. Alors, si je commence avec une fonction D à valeur dans 0,2, telle que 1 sur D est infarmonique, alors il est la dimension d'un mouvement holomorphe bien choisi, dimension de packing. Donc, ça veut dire que cette définition apparemment un peu artificielle de infarmonique est la réponse à la question. Définitivement. OK. Alors, on est content avec ça. Ça, c'est la dimension de packing. Parmi les analystes, il y a plusieurs autres notions de dimension, mais celle qui est peut-être la plus répandue, c'est la dimension de Hausdorff. Alors, je n'ai pas l'intention d'entrer dans les détails de la définition, mais c'est en quelque sorte une notion duale à la notion de dimension de packing. Au lieu de faire des remplissages, on fait des recouvrements. La différence avec Minkowski, c'est qu'on considère recouvrement par des disques qui ne sont pas nécessairement du même rayon. On laisse varier le rayon. Et ça donne une autre notion de dimension qui est parfois égale à la dimension de packing. Par exemple, c'est le cas pour les ensembles de Julia qu'on a vu dans le site web tout à l'heure. Les dimensions sont égales, mais en général, c'est plus petit. Il y a toujours une inégalité, mais en général, c'est plus petit. Bon, alors, est-ce que le théorème sur la variation des mouvements holomorphes marche pour la dimension de Hausdorff? Encore un problème ouvert. Donc, pour vous. On a un résultat partiel insatisfaisant. La réciproque est vraie, c'est-à-dire que le résultat que j'ai énoncé ici comme réciproque, ça marche aussi pour la dimension d'Hausdorff. Exactement le même énoncé est vrai si je remplace P par H ici. Donc, le mieux qu'on peut espérer pour un théorème positif serait le même théorème, mais on ignore si c'est vrai. OK, je pense que c'est tout ce que je voulais dire à propos de dimension. Avez-vous des questions avant de passer à une chose? Oui. Est-ce que ça nous apprend quelque chose sur l'exemple que tu nous as montré avec la vidéo? Oui, ça donne des inégalités très concrètes. J'ai un peu peur de les écrire, mais je vais essayer. Donc, si je recule un peu, parmi les conséquences du théorème, il y avait ce résultat que 1 sur dimension de E lambda moins 1,5 vérifie l'inégalité de Harnack.
Alors, si je l'écris explicitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça est plus petit ou égal 1 plus mod lambda sur 1 moins mod lambda. 1 sur dimension de E lambda moins 1,5. Et il y a une égalité semblable ici, mais avec 1 moins mod lambda, 1 plus mod lambda, comme ça. Et donc, si vous connaissez la dimension de E0, par exemple, alors mettons que le point central, c'est z carré plus 0. Donc, c'est le cercle, la dimension est égale à 1. Ici, on aurait 1,5. Et ça donnerait des estimations concrètes pour la dimension de packing, c'est au moins pour les ensembles avoisinants. Une question encore ultra plus naïve. Quand on voit des mouvements holomorphes des Julia, ça me paraît même pas évident que la dimension change. C'est pas possible qu'on ait le cas constant? Oui. Non. OK. En fait, il y a deux questions derrière ça. La question telle que tu l'as posée, la réponse est non, je crois. Pourquoi je dis ça? Je crois fortement que c'est non. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que il y a un théorème qui s'applique dans le cas des Julia, qui n'est pas vrai pour les fonctions et les mouvements holomorphes généraux, qui dit que la dimension varie comme une fonction réelle analytique. C'est un théorème de Ruel. Et donc, dès que c'est constante sur une petite partie de domaine, ça va être constante partout. Ça ne répond pas exactement à la question, mais ça rend peu probable que la fonction... Parce qu'honnêtement, quand on regarde Chirac, on ne voit pas une fractalité plus dense, plus épaisse quand ça bouge. Peut-être un peu au début, oui, effectivement, quand ça commence à peindre, peut-être ça va un peu plus haut. Mais... Dans le cas de la cardioïde principale, donc, je peux revenir. OK. Ici, on a si je prends mon C égale 0, c'est le cercle, donc la dimension est 1. Et je sais que les gens ont prouvé, mais c'est un théorème à part, que tous les autres ensembles de Julia sont des ensembles de dimensions strictement plus grands que 1. Ça provient d'une autre théorie, ce qu'on appelle le formalisme thermodynamique, qui donne en fait une formule implicite pour la dimension de Hausdorff. Et dans ce cas-là, ils ont vraiment travaillé fort pour montrer que la dimension est toujours strictement plus grande que 1. Ça ne peut pas être plus petit que 1 parce qu'on parle ici d'une courbe, donc la dimension est toujours au moins 1. Il se pourrait que la dimension soit exactement 1, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et bon, un autre cas où on peut donner une réponse, c'est lorsque C se trouve à l'extérieur de l'ensemble de Mandelbrot, parce que là, on a des estimés asymptotiques relativement faciles qui démontrent que la dimension doit tendre vers 0 lorsque C tend vers l'infini. Donc, ça ne peut pas être constante. Pardon? Ça ne peut pas être 0 tout le temps? Non. Non, la dimension est toujours strictement positive. Ça, c'est une autre résultat, une autre conséquence de cette théorie du formalisme thermodynamique. Et en fait, il y a des façons plus faciles de le démontrer. C'est Alan Bearden qui, je pense, il y a très longtemps, était le premier à le démontrer que la dimension de Hausdorff de l'ensemble de Julia est toujours strictement positive. C'est un peu relativement élémentaire. Maintenant, je ne sais pas comment exprimer ça, mais j'ai fini par comprendre que selon les zones où on se trouvait dans les grottes, on va avoir des dimensions sérieusement différentes. C'est vrai, ça, il y a des gaps, j'ai l'impression. Sur la carte principale et que je me suis fait un petit bulbe. Effectivement. Donc, il y a des points sur le bord, lorsqu'on approche au bord, où il y a une sorte d'explosion, et vraiment tout peut se passer. Je
pense qu'il y a même des exemples d'ensemble de Julia correspondant au point de bord qui sont d'air positif. D'accord. Très certainement, la dimension peut être égale à 2. Et là, je pense que là, est même positif. Oui, un maximum. Là, mais c'est parce qu'on n'est plus en mouvement holomorphe. On est entre deux mouvements holomorphes. Et là, je parlais, par exemple, quand on voit la cardioïde principale et puis qu'on a un petit bulbe là, Oui. quand on va dans le bulbe, il se passe quoi? Ça change des choses? Comme Est-ce que ça fait quelque chose? Ah oui, là, on voit qu'il y a une grande différence. Ça fait quelque chose sur la dimension fractale, ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut lire dans les résultats pas dans ce que nous avons fait, non. Il y a quelque chose qui se passe pour de vrai là? Oui. OK, là, on est dans un territoire que je ne connais pas. Et là, pour le coup, intuitivement, on a l'impression que ça demande pas mal. Quand on va de là, on va vers 1, et puis quand on monte, Peut-être des cut points. Je sais que Michel Zinsmeister a récemment fait des travaux sur le comportement de la dimension de Hausdorff lorsqu'on parcourt l'axe réel. Et il y a toutes sortes de mauvaises choses qui se passent. Mais j'oublie les détails de ces résultats. C'est relativement récent. OK, alors, maintenant, je veux tourner notre attention vers la question de la variation de l'air. A priori, l'air, c'est plus facile que dimension. C'est plus facile à calculer intuitivement. Comment l'air varie? En fait, on n'a pas une réponse complète à cette question. Et vous allez voir que c'est forcément un peu plus compliqué que en fait, le cas de la dimension. Et pour étudier l'air, on n'a pas le choix. Vous allez voir, il faut absolument étudier une autre notion qui s'appelle la capacité analytique. Donc, ça me donne l'occasion de vous parler de capacité analytique, que j'aime beaucoup. C'est une autre notion de taille d'ensemble, mais qui représente la taille plus du point de vue de l'analyse complexe. Alors, voici la définition. Donc, on suppose que E soit un sous-ensemble compact, donc borné et fermé du plan. Et il y a un résultat d'analyse complexe qu'on rencontre dans un premier cours très bien connu qui s'appelle le théorème de Laurent, qui dit que si on a une fonction qui est holomorphe à l'extérieur de E, alors on peut la développer en ce qu'on appelle une série de Laurent. C'est une espèce de double série entière. On peut mettre des puissances positives et négatives de Z. Et cette série va converger vers F pour tous les Z avec mod Z assez grand. En fait, si vous prenez un disque qui contient E, disque autour de centré en 0, la série va converger partout à l'extérieur de ce disque. Et, OK, alors, vous faites ça. Et pour chaque telle fonction f qui envoie le complément de E dans la disque unité, donc mod f est plus petit ou égal à 1, vous mesurez le module du coefficient correspondant à j égale moins 1. Alors, vous obtenez un certain nombre complexe, vous prenez le module, c'est un nombre réel, vous prenez le sup de toutes ces choses-là, et par définition, c'est la capacité analytique. Alors, ça vient d'où exactement? Alors, je peux faire une analogie avec ce qui se passerait si, au lieu de définir sur l'extérieur de E, F était défini à l'intérieur du disque. Alors, si on a une fonction holomorphe définie à l'intérieur du disque, alors la situation est plus simple. On a un autre théorème qui s'appelle le théorème de Taylor. Et dans le cas complexe, dans le cas réel, le théorème de Taylor existe aussi, bien sûr. Mais là, si vous voulez la convergence, il faut vérifier que le reste dans le théorème tend vers 0. Pas automatique. Dans le cas de l'analyse complexe, encore de la magie, le reste tend toujours vers 0, peu importe. Donc, il y a toujours
une expression de la forme sigma AJ, z égale J. Cette fois-ci, ça part de J égale 0 à l'infini, donc c'est juste une série entière simple. Et on a une formule pour AJ. En général, bon, il est facile de voir que A0, c'est f de 0, puisque bon, vous pouvez mettre z égale 0 de chaque côté. Pour calculer A1, vous pouvez dériver chaque côté. La dérivation terme à terme est permise. Bon, là, la série commence avec 1 maintenant. Et encore une fois, vous posez J égale, excusez-moi, vous posez Z égale 0. Et ce qui sort, c'est A1 égale F' de 0. Et on peut continuer comme ça, en fait, en général, AJ va être J dérivé de F en 0 divisé par J factoriel, mais je n'ai pas besoin de ça. Ça, c'est la chose qui m'intéresse. Et donc, ce coefficient-là représente la dérivée de F en 0. Alors, de la même façon, A moins 1 F, dans le cas qu'on considère ici, où F est maintenant défini à l'extérieur de E, ça représente la dérivée de F à l'infini. Et donc, ce suprêmum, il fait quoi? Il essaie de maximiser la dérivée de F à l'infini sous la contrainte, parce que s'il n'y avait pas de contrainte, je pourrais simplement multiplier F par n'importe quelle constante et cette dérivée serait aussi grande que je veux. Mais il y a une contrainte. La contrainte est que F est toujours borné par 1, mod F plus petit ou égal à 1. Donc, on regarde les fonctions définies à l'extérieur de E, à valeur dans le disque, on tente de maximiser la dérivée à l'infini. Et ça donne une notion de taille de E. En fait, plus E est grand, plus gamma E va être grand aussi. Il faut réfléchir un peu. J'ai gaspillé au moins 15 minutes trouvant la bonne définition pour que ça marche, mais enfin, j'ai fait la bonne chose. Alors, voici quelques propriétés de cette notion. Il est facile de voir, ou relativement facile de voir que le disque unité de capacité égale à 1. La capacité d'un intervalle est toujours un quart de sa longueur. Ce même quart apparaît dans beaucoup de façons différentes en analyse complexe, mais bon, je n'entrerai pas dans les détails. Si on translate E, ça ne change pas sa capacité. Si on multiplie E par une constante, ça multiplie sa capacité par le module de la constante. Donc, ça se transforme de façon très raisonnable. Vous remarquerez que c'est linéaire. Okay? C'est un peu comme la longueur. Si on avait l'air, on multipliait par une constante, on multiplierait l'air par mod alpha carré. Ce n'est pas le cas de la capacité, c'est linéaire. Alors, voici la raison pourquoi la capacité analytique a été introduite. Ça caractérise la notion d'enlevabilité pour les fonctions bornées. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un autre élément de la magie de l'analyse complexe. Si vous avez une fonction bornée qui est holomorphe sur un domaine, sauf en un point, une singularité. Donc, une fonction, par exemple, définie sur le disque avec l'origine enlevée. Et si vous savez que la fonction est bornée, alors on peut toujours enlever cette singularité. Ce n'est absolument pas le cas en analyse réelle. Il n'y a même aucune raison pourquoi une fonction en analyse réelle doit être continue. Si j'ai une fonction qui est comme ça, alors c'est une fonction qui est bornée, elle n'est pas définie à l'origine, et il n'y a aucune façon d'étendre la fonction à l'origine pour que la fonction devienne dérivable. En fait, même pas continue. C'est juste ridicule. Mais ça n'arrive pas en analyse complexe. On peut toujours enlever des singularités isolées pour des fonctions bornées. Et ça a amené à la question, OK, ça c'est bon pour les singularités isolées. Qu'en est-il pour les singularités non isolées? Donc, au lieu de commencer avec un point qui manque, on a un ensemble qui manque, E. Et la caractérisation des
des singularités enlevables, en fait, c'est un problème très compliqué qui a une longue histoire. Et une façon de les caractériser, c'est que ce sont les fonctions qui sont de capacité nulle. Ça, c'est pas vraiment une réponse parce que la capacité analytique, c'est pas une notion très géométrique. Et on aimerait avoir une caractérisation géométrique. Et ça existe, mais c'est compliqué. Oui. Là, dans l'exemple que tu as dessiné un petit S autour du E, et je dois comprendre que sa capacité, elle vaudrait à peu près celle de 0,1. Oui. Et donc, c'est pas enlevable. C'est ça. C'est un très mauvais exemple. Donc, il faudrait que E soit beaucoup plus de trous. Si c'est un cantor, par exemple. Ça, c'est enlevable. Oui. En fait, il y a un résultat que je n'ai pas mis ici, mais pour un sous-ensemble de l'axe réel, la capacité analytique est comparable à la longueur de Lebesgue. Et dans le cas du contour classique, c'est 0. Donc, le contour serait enlevable. J'ai une question aussi. Oui. Est-ce que l'enlevabilité pour les fonctions holomorphes, c'est la même chose que pour les fonctions harmoniques, à peu près? Que cette capacité est la même que celle faudrait que je réfléchisse. On a la même caractérisation pour les fonctions harmoniques en remplaçant la capacité analytique par la capacité harmonique. Petit quiz pour vous. Les premiers Médaille Fields ont été décernés en 1936. Qui étaient les deux gagnants, les deux premiers gagnants? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un... Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas la médaille Fields, c'est un peu considéré comme le prix Nobel pour les mathématiques, sauf que c'est décerné chaque 4 ans à plusieurs mathématiciens, maximum de 4. Il y a un âge limite très restrictif. Il faut être en dessous de 40 ans. Et c'est le même Fields du Fields Institute. Alors, quelle est la réponse à ma question? Alphonse, Carlson, Oui. les deux. Jesse Douglas et Lars Alphonse. Et dans le cas de Douglas, c'était pour un problème géométrique, le problème du plateau. Et dans le cas de Alphonse, on sait l'ensemble de ses œuvres en analyse complexe, mais c'est Alphonse qui a introduit la notion de capacité analytique. C'est pourquoi je l'ai mentionné. Il y a une inégalité isopérimétrique pour la capacité. Donc, on a toujours une inégalité comme ça. L'air est majoré par pi fois la capacité au carré. Ça va être pertinent pour ce qui suit. Et voici un problème ouvert que je trouve fascinant. Est-ce que la capacité est sous-additive? Est-ce que c'est toujours vrai que la capacité de la réunion de deux ensembles compacts est majorée par l'ensemble de leurs capacités? Alors, c'est un problème reconnu comme étant extrêmement difficile. Même, on sait maintenant que c'est vrai si on met une constante devant le côté droite. La valeur exacte de la constante n'est pas connue, mais c'est énorme. Et même ça était extrêmement difficile et c'est Xavier Tolsa qui avait démontré ça. Donc, ça lui a valu, pas la médaille Fields, mais pas loin de ça. Et avec un 1, c'est toujours un problème non résolu. Je sais parce que j'ai vraiment cherché des contre-exemples et moi, je crois que c'est vrai. OK. Bon, alors c'est juste une digression. Alors maintenant, en fait, on va répondre à la question comment l'air et la capacité varient pour un mouvement holomorphe. On va le faire simultanément, il faut le faire ensemble. Donc, le théorème que vous voyez ici, en fait, c'est deux théorèmes comblés ensemble. Donc, on a un mouvement holomorphe d'un ensemble compact E, et on suppose que la capacité analytique de E soit positive.
Sinon, ce n'est pas très intéressant. Ce qui suit va montrer que la capacité de E lambda est toujours 0 et grâce à l'inégalité isopérimétrique, l'air est toujours 0, donc c'est un cas non intéressant. OK, mais il faut ajouter une hypothèse qui est hautement insatisfaisante, mais c'est la vie. Alors, on suppose que notre mouvement holomorphe de départ s'étend à un mouvement holomorphe du plan tout entier. La première chose. Ça, en fait, ce n'est pas une hypothèse, c'est toujours vrai. Je vais en parler demain. Mais ce n'est pas n'importe quel mouvement holomorphe. Il faut que ce nouveau mouvement holomorphe ait la propriété que non seulement elle est holomorphe en lambda, mais elle est holomorphe aussi en Z, du moins pour Z à l'extérieur de E. Alors, lorsque on a défini mouvement holomorphe, j'ai dit, bon, on ne suppose pas que c'est holomorphe en Z, c'est beaucoup trop fort. Maintenant, on est en train de le faire. Je vais expliquer pourquoi par la suite. OK, alors avec ça, on a les deux résultats suivants. Tout d'abord, le log de la capacité analytique est même une fonction harmonique. Oubliez infarmonique, c'est même harmonique. Et en fait, ça, c'est relativement facile à démontrer, mais je ne le ferai pas, mais j'aurais pu le faire. C'est pas difficile. Et le deuxième résultat est que l'air divisé par le carré de la capacité, donc c'est la chose qui est majorée par pi, selon l'inégalité isopérimétrique. Ça, c'est une fonction infarmonique. C'est un peu compliqué. C'est le mieux que nous avons pu faire. Et cette hypothèse, j'aime les conclusions, je n'aime pas l'hypothèse. Mais en fait, l'hypothèse semble quand même essentielle parce que si on l'oublie, il y a des exemples où la capacité analytique, non seulement log n'est pas harmonique, mais la capacité analytique n'est même pas continue. Et ça, c'est vraiment surprenant. On aurait pensé qu'un mouvement holomorphe, c'est une belle chose, l'ensemble varie de très belle façon. La capacité, c'est quand même une notion de taille raisonnable. Donc, on aurait espéré qu'au moins ce soit continu. Et c'est faux. Alors, c'est une construction que j'ai faite avec Mary Kunze et un étudiant chinois qui nous a rendu visite. OK, alors, on va finir un peu de bonheur. C'est pas une mauvaise chose, c'est la fin d'une longue journée. Donc, un résumé de ce que nous avons fait. J'ai introduit la notion de fonction harmonique. En fait, j'ai montré la notion de fonction harmonique et introduit la notion de fonction infarmonique. Et on a parlé un peu de leurs propriétés. Et on a étudié la variation de quatre quantités, le diamètre, la dimension, l'air et la capacité analytique d'un mouvement holomorphe. Et je vous laisse avec quelques références, si cela vous intéresse. Le premier, c'est un livre très, très bien connu de Ken Faulkner sur la géométrie fractale. C'est un des livres standards de référence sur la notion de dimension. Et les autres sont les articles dans lesquels on a démontré les théorèmes que j'ai mentionnés. Merci. Il y a encore des questions dans la salle? Deux fois que tu demandes des questions, j'ai l'impression de monopoliser les questions. La capacité, donc j'ai compris pourquoi c'était la vérité à l'infini en quelque sorte, mais j'ai pas bien compris pourquoi ça veut donner quelque chose qui était une mesure de la taille d'un ensemble, et ça c'est pas grave. OK. Donc, un peu la motivation pour ça, c'est le Lambda-Schwarz. Je vais juste réfléchir quelques instants pour vérifier que je dis la bonne chose. Oui. OK. Lorsqu'on démontre le théorème de Riemann, théorème de Riemann, c'est un autre théorème vraiment magique de l'analyse complexe, vraiment, vraiment magique. Et
encore une fois, on va parler d'une autre version demain. Mais la version classique dit que si vous avez un domaine dans le plan, le domaine veut dire connexe, qui est aussi simplement connexe, ça veut dire pas de trou, et qui est propre, c'est-à-dire n'est pas le plan tout entier, alors tu peux toujours l'envoyer sur le disque unité par une application holomorphe bijective, ce qu'on appelle une application conforme. On va en parler abondamment demain. Alors, ça, c'est le théorème de Riemann. C'est extrêmement surprenant. Il n'est même pas évident qu'il y a un homéomorphisme entre les deux ensembles, encore moins que vous pouvez prendre l'homéomorphisme holomorphe. Mais c'est vrai, c'est très, très joli. Alors, l'une des façons de démontrer le théorème de Riemann est de construire des candidats. Alors, un candidat va être une fonction holomorphe et injective sur le domaine à valeur dans le disque. Ce qui manque, c'est le fait que la fonction soit surjective. Donc, en principe, l'image pourrait être quelque chose comme ça. Pourquoi étudier ça? C'est parce que ces choses-là sont relativement faciles à construire. Alors, comment en obtenir une qui est même surjective aussi? Et l'idée, bon, en tout cas, l'idée d'une des preuves les plus standards, c'est de fixer un point dans le domaine. Vous pouvez toujours, il y a un truc pour toujours normaliser les choses pour que ce point qu'on choisisse soit envoyé sur 0. Ça, c'est, croyez-moi, on peut toujours se réduire à cette situation. Alors, on regarde les candidats comme ça, et pour trouver une F qui est surjective, qu'est-ce qu'on fait? On considère le problème extrémal, trouver le suprêmum de F' Z0 module parmi tous les candidats F. Donc, candidat, je veux dire, une fonction holomorphe injective qui envoie le domaine dans le disque et qui envoie Z0 sur 0. Et bon, il y a un truc d'abord pour montrer que ce suprêmum est atteint. C'est encore le théorème de Montel que j'ai montré hier, parce que on regarde une suite Fn, telle que Fn' de Z0 s'approche de F' de Z0. Cette suite est une famille normale parce qu'elle évite ces deux points-là. Donc, ça cherche désespérément à converger vers quelque chose. En prenant une sous-suite, la limite va être une fonction pour laquelle ce suprêmum est atteint. Et une partie de la démonstration du théorème est de montrer que dans ce cas-là, la fonction qui résout le problème extrémal est forcément surjective. Si ce n'est pas surjectif, je ne sais pas si je veux entrer dans les détails, mais on manipule la fonction. On a un peu de place en marge de manœuvre ici pour manipuler la fonction pour obtenir encore une autre candidate pour laquelle le mode F' est encore plus grand. Donc, tout cela pour essentiellement motiver l'idée que plus la dérivée est grande, plus F a des chances d'avoir une grosse image. Sur la définition de capacité que je vois parce que dans la capacité, oui, donc dans le cas de capacité, on inverse un peu les choses. Donc, ceci devient infini, le point infini. Donc, on est ici sur le pôle nord de la sphère de Riemann. E, c'est quelque part à l'autre côté. Ça, c'est le complément de E. F prend toujours des valeurs dans le disque. Et, je ne sais pas, plus E est grand, plus cet ensemble sera petit et plus vous aurez de la place à accroître le F'. C'est pas très bien expliqué. Donc, ce qu'on fait ici, c'est un peu d'essayer de trouver des candidats. C'est pas tout à fait le même problème parce que on n'insiste plus maintenant que F soit injectif, mais on va toujours essayer de trouver des fonctions définies sur le complément de E qui prennent autant d'espace possible
dans le Dans un disque, on est d'accord avec les C. Non, non, dans la définition de question analytique, mod f est plus petit ou égal à 1. Les valeurs de f. D'accord. Ok. Donc, si E est vraiment petit, vraiment petit, enlevable pour les fonctions bornées, on pourrait en enlever. On a une fonction holomorphe définie sur tout le plan, borné, encore un théorème magique, théorème de Liouville, une fonction bornée et holomorphe sur le plan est constante. Et c'est le tout tombe. Donc, c'était l'idée d'Alphonse d'essayer de caractériser le manque d'enlevabilité de E en termes de l'existence des fonctions bornées sur le complément de E. Merci, Tom.